Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu le champ de recherche-action qu'on essaie de mettre en œuvre au sein de La Main, qui est une foncière culturelle dite solidaire dédiée aux lieux intermédiaires et indépendants ou tiers-lieux culturels. Alors, on a peu de temps pour revenir sur cette histoire-là, mais la dénomination de tiers-lieux, et notamment de tiers-lieux culturels, s'inscrit dans l'histoire longue des lieux intermédiaires et indépendants, que moi j'ai traité dans ma thèse, mais évidemment on écrit toujours sur l'épaule des géants. Ma thèse s'inscrit dans la longue histoire de la littérature qui a traité de ces lieux-là, qu'on a appelé aussi des friches culturelles et autres, et que je vous propose de regarder aujourd'hui sous deux angles. Le premier, c'est que ce sont des lieux qui sont gérés par des collectifs artistiques et qui y organisent des ateliers d'artistes organisés collectivement pour la pratique professionnelle, mais qui organisent aussi de la diffusion et éventuellement des pratiques amateurs. Donc ça, c'est l'angle d'approche. Et moi, mes travaux se sont plutôt penchés sur les enjeux de professionnalisation et de professionnalisation dite alternative, avec la notion de professionnalité, c'est-à-dire la constitution de référents déontologiques qui se manifestent ou qui sont mobilisés à travers la gestion de ces lieux. Pourquoi est-ce que ça croise les travaux de La Main? Parce que La Main, en tant que foncière, n'est pas une foncière qui acquiert les bâtiments pour elle-même, mais qui accompagne ces communautés à pérenniser les collectifs dans ces bâtiments et donc les équipes à la fois d'outils juridiques, d'un accompagnement sur le fonctionnement économique et socio-économique des lieux. On travaille aussi aux enjeux de gouvernance et puis on les aide à négocier soit des baux de long terme, soit essayer d'acquérir ces bâtiments. Je fais un peu vite sur cette histoire-là, mais dans ce cadre-là, évidemment, la question du foncier culturel, en fait, elle a tout à partir, elle a complètement maille à partir avec l'enjeu de la transition écologique, puisque nous, la façon dont on essaie de l'aborder, c'est de dire que dans ces lieux-là, ont émergé sur ces 10 ou 20 dernières années des enjeux de justice sociale, à la fois autour de l'organisation du travail et puis plus récemment des questions liées au féminisme et aux approches décoloniales. Et la question écologique complète en fait cette approche critique dans l'organisation collective des métiers et des trajectoires professionnelles des artistes dans ces lieux-là. L'ensemble de la mobilisation de ces critères déontologiques participe en fait à la valorisation de ces lieux, à la légitimité qu'ils revendiquent sur leur positionnement, dans leur positionnement à la fois sur le territoire et sur ce qu'on va qualifier soit de filière, soit de secteur, soit de pratiques disciplinaires, puisqu'on l'a rappelé ce matin, il y a une organisation disciplinaire, notamment avec un découpage entre spectacle vivant et art visuel encore aujourd'hui dans les institutions, qui certes tend à certains endroits à s'effacer, mais qui reste encore très présent. Et la particularité de ces lieux-là, c'est que vous avez des dominantes disciplinaires, plutôt art visuel ou plutôt spectacle vivant en fonction de ces lieux, mais que dans la très 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 grande majorité de leurs cas, ce sont bien des lieux pluridisciplinaires. Troisième particularité, ce sont des lieux pluridisciplinaires dont les pratiques débordent aussi le champ artistique et culturel et qui intègrent des pratiques notamment artisanales, artisanales dans le sens le plus large, et aussi des pratiques de recherche notamment académiques. Alors, pour essayer d'aborder la question de la transition écologique comme enjeu de transition des infrastructures culturelles autogérées par des collectifs artistiques, ce qui était déjà pas une mince affaire à poser, on s'est intégré dans différents programmes de recherche. Et avant d'arriver sur Alternative Verte, je voudrais vous présenter les premiers résultats d'un programme de recherche qui est porté par Fabrice Rochelandais et auquel on participe avec l'UFISC, qui s'appelle EcoArt. On a fait passer un questionnaire dans les structures de l'UFISC. Alors il n'y a pas que des lieux, mais il y a une majorité de lieux. Donc quand vous voyez les collectifs artistiques là, qui représentent à peu près 50% des répondants, en réalité ce sont des collectifs artistiques qui gèrent des bâtiments. Donc les réponses qui nous ont été apportées, alors je passe très vite parce qu'on n'a absolument pas le temps de regarder dans le détail, mais voilà. Le premier résultat qui est vraiment préliminaire de cette étude, c'est la très 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 grande diversité de l'identification par les collectifs artistiques des pratiques qu'ils considèrent comme étant écologiques, ou en tout cas qui tentent de répondre à la question écologique.
Et la particularité, à mon avis, de ce questionnaire, mais aussi de leurs réponses, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une question écologique. C'est-à-dire que la notion même de transition écologique ou d'enjeu écologique, on voit bien, à travers notamment leurs réponses, mais c'était aussi la façon dont on avait construit le questionnaire, bien évidemment, mais on n'a pas trouvé d'autre manière de le poser pour répondre aux enjeux des lieux. Elle est très diverse. Alors, je vais vraiment très vite, on trouve un peu en vrac comme ça, des enjeux de pratique de gestion éco-responsable avec autour de la réduction des déchets, de la consommation responsable, avec beaucoup de choses qui sont mises en avant autour du réemploi. J'y reviendrai. Les enjeux d'économie d'énergie avec soit des transitions ou des tentatives de transition vers des écologies vertes ou de la réduction de consommation, et puis avec le dernier enjeu qui est celui de la rénovation des bâtiments en fonction des normes environnementales, mais j'y reviendrai également. Et puis après, on a tout l'axe de conception et de production durable avec soit l'éco-conception des spectacles ou des œuvres qu'on a largement déjà vu aujourd'hui, même si tout reste à faire encore en termes de compréhension et d'évolution des pratiques, mais on voit bien que c'est un axe structurant. Et puis la création et la production responsable avec l'intégration des thématiques écologiques, les conceptions de spectacles légers qui peuvent circuler de manière plus soutenable, enfin voilà, tout ce qui a été un peu évoqué dans le reste de la journée. Le troisième axe, c'était les enjeux de gouvernance, de sensibilisation et de visibilisation de l'engagement. On a à la fois on pose le sujet sur la table de comment est-ce qu'on gère un lieu de manière plus éco-responsable. Et donc là, il y a une très très grande diversité de pratiques, encore une fois, qui émerge. Je suis désolée, j'ai pas le temps de tout déplier. Puis on voit bien de toute façon, le résultat premier, c'est l'effet kaléidoscopique de ces pratiques, des actions de sensibilisation à la fois en direction des publics mais aussi en direction des professionnels qui ont encore une fois été évoqués aujourd'hui, et puis la formalisation des engagements à travers soit des plans d'action, soit des chartes, en tout cas une formalisation souvent écrite et qui va faire partie de la communication à la fois en interne et d'une communication peut-être plus institutionnelle. Quatrième axe, c'est l'innovation et les enjeux de mutualisation. Alors le partage des ressources, là encore une fois j'y reviendrai, mais c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps mais qui d'un seul coup est valorisé dans une démarche écologique. Et puis la mise en œuvre de projets innovants avec des développements qui vont se tourner souvent vers des technologies innovantes, puisque l'innovation à cet endroit-là reste encore une fois très très identifiée sous son angle technologique et moins sous l'angle d'une innovation sociale telle que ça a pu être développé en analyse dans notamment la littérature de l'économie sociale et solidaire. Les deux derniers grands axes, ce sont les pratiques alimentaires durables. Alors voilà, c'est un peu grossier comme découpage thématique, mais évidemment, ces pratiques alimentaires durables, elles ont tout à voir avec les notions d'accueil, de convivialité de ces lieux et de la façon dont on fait relation, on fait lien à l'intérieur de ces lieux et qui prend en charge l'organisation des pratiques alimentaires. Ça pose de vastes questions. Et puis enfin, évidemment, la mobilité durable avec le fait de privilégier les transports écologiques. Et là se reposent toutes les questions. Est-ce qu'il s'agit des œuvres, des publics, des artistes? Voilà, on a déjà largement vu toutes ces questions. Alors, très rapidement, les premiers résultats statistiques à cet endroit-là, c'est que les pratiques sont identifiées par les collectifs artistiques qui gèrent ces lieux comme ayant comme objet premier le recyclage, la réduction des nuisances ou des pollutions, une volonté d'adapter, de reconcevoir l'usage des ressources, avec un objectif principal qui est davantage de réduire l'empreinte écologique des structures et des lieux. J'ai la même énergie que Lucie, donc je pense que c'est tout à fait normal, je suis désolée. Je poursuis juste pour... Voilà, excusez-moi, quel pouvoir avec un objectif donc, de réduire l'empreinte écologique. Et plutôt et la notion de s'adapter aux contraintes du changement climatique est plus lointaine. Alors encore une fois, en tout cas, c'est ce qu'on trouve dans les déclarations. Et donc on trouve, alors je ne sais pas si c'est très clair dans les statistiques, mais si vous voulez, en gros, ce que nous disent globalement les lieux, c'est 40% de l'effort et la plupart des lieux portent sur gérer les déchets, la restauration, la consommation, changer les énergies, modifier les approvisionnements, gérer les matériaux, s'occuper de la réparation, travailler sur les ressources gérées en commun et les ressources numériques. Ça, c'est ce qui est déclaré comme étant majoritaire, mais en
en réalité, si on regarde bien, il y a quand même un effort conséquent qui est investi du côté de la communication, de l'organisation des événements et de la production des œuvres, et puis du côté de la formation, de la labellisation, du suivi, de l'évaluation et de la modification du comportement de la structure, enfin de l'organisation d'une manière générale. Puis on retrouve après en dernier poste le plus important les transports et le logement. Alors, excusez-moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, l'essentiel de ces pratiques, en réalité, elles sont déclarées comme s'appuyant sur des ressources matérielles et sur la mobilité. Pour le dire autrement, il n'y a pas forcément de ressources financières ou d'investissement, il n'y a pas forcément de capacité d'investissement des lieux, des collectifs qui gèrent ces lieux à cet endroit-là. Mais en réalité, si on regarde plus finement, ce qu'on voit émerger, encore une fois, c'est un peu les résultats statistiques sommaires, ce sont l'importance des ressources qualifiées comme immatérielles et sociales. Alors, je ne suis pas tout à fait, moi, très à l'aise avec ces termes-là, mais bon, c'est le résultat d'une recherche collective, donc il faut faire des compromis sur le vocabulaire mobilisé. En réalité, ce qui est décrit par les répondants, c'est tout simplement la façon dont les gens vont se former, se transmettre des pratiques et se faire circuler des compréhensions plus fines de comment fonctionne le bâtiment et à quels endroits on peut avoir un peu des leviers d'action. Alors, du point de vue des enjeux organisationnels, alors moi mon ancrage disciplinaire, il est gestionnaire, donc je l'ai plutôt pris sous l'angle de la théorie des théories des organisations. On a un peu trois grandes thématiques qui émergent. À la fois les enjeux économiques, gestionnaires et la façon dont ces pratiques économiques et gestionnaires, elles s'emparent de l'enjeu d'efficacité écologique. Et donc la notion d'efficacité écologique est vraiment au cœur de la conversation. Le deuxième pan de l'action collective, il va plutôt viser une mise en conformité des pratiques et du fonctionnement de l'organisation et embarquer à la fois des impératifs et des appétences pour l'innovation. Et puis, le troisième point, c'est évidemment la stratégie discursive, beaucoup qui va tendre à, alors pas uniquement, mais beaucoup de discursive, qui a pour objectif une valorisation de l'ensemble de ces pratiques qui sont mises en œuvre par les collectifs. J'ai bien conscience que je vais un peu vite, mais on a peu de temps. Dans la série des exemples, pour un petit peu incarner tout ça, je suis désolée, c'est une présentation sous le signe de la sobriété, mais j'ai quand même réussi à mettre des photos. On a quelques exemples comme ça, je vous les donne très rapidement. Par exemple, le Shakirai a développé, c'est très intéressant, hein, c'est un lieu qui a lutté vraiment pour... comment dirais-je, se maintenir dans son bâtiment et normaliser sa présence, puisque il y avait eu plein d'occupations sans droit ni titre. Enfin voilà, il y a eu un cadre juridique instable qui a beaucoup à faire avec nos affaires de jusqu'où les collectifs ont en fait la capacité tout simplement à s'emparer de ces questions infrastructurelles. Le Shakirai, pour se maintenir, a investi un talus qui est sur le bord de leur bâtiment, talus qui jouxte les voies de la gare du Nord, qui sont des voies évidemment extrêmement sécurisées, et ce talus fait en réalité partie du dispositif de sécurité et sûreté de la SNCF, mais qui est un dispositif national et qui évidemment a à faire avec la sécurité nationale également, en faisant grignoter la végétation, en installant des arbres, en plantant tout un tas de choses, et puis en le transformant en un jardin de pratiques à la fois professionnelles et de pratiques d'accueil du public, d'organisation d'ateliers. Et finalement, la pratique écologique telle qu'elle est mobilisée par le Shakirai, elle correspond à une conviction politique forte, et en même temps, elle participe d'une stratégie de pérennisation du lieu et de tactiques un peu bricolées comme ça pour revendiquer auprès de la SNCF, mais aussi de la mairie de Paris, de dire attendez, vous voulez éventuellement nous faire partir du lieu, mais en fait c'est nous qui entretenons un jardin, et puis ce jardin il est très précieux. On a créé une zone verte dans laquelle il n'y a pas dans un quartier dans lequel il n'y a quasiment pas de zone verte, donc en fait vous ne pouvez pas tout à fait nous virer parce que quand même cet espace-là est extrêmement précieux pour le quartier, et cet espace-là c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui avons la connaissance, le savoir-faire pour l'entretenir, le maintenir, et on a créé des pratiques citoyennes que vous ne pouvez pas si facilement expulser à cet endroit. Donc il y a des stratégies comme ça, à la fois qui articulent les enjeux de transition écologique et des tactiques de pérennisation ou de négociation de la pérennisation de ces structures culturelles, de ces infrastructures culturelles. Pardon. Et c'est très intéressant parce que les jardins
sont beaucoup mobilisés aussi comme le prolongement de l'infrastructure autogérée. Et donc il y a vraiment aussi une idée de conquête spatiale et de gagner de la place pour augmenter les usages. Deuxième stratégie qui a été développée, c'était de dire, en fait, dans le PLU parisien, il y a un pastillage des espaces verts dont le jardin du Chakirail a bénéficié. Donc ce pastillage a permis au Chakirail d'être identifié dans le PLU comme une zone écologique à préserver. Et la stratégie, c'était de dire, au fond, on pourrait essayer de demander un pastillage culture et une articulation pastillage culture, pastillage écologique pour se maintenir. Dans la même logique, le 6B a fait un peu la même chose. Ils ont commencé à travailler en voyant que donc le bâtiment allait être racheté par la SEM pour le pérenniser. Donc il y a un accord de pérennisation du bâtiment, mais le risque c'était qu'ils perdent leurs espaces extérieurs. Et bien en fait, ils ont mis en place très très vite un jardin et un vrai travail de transition écologique de la terre. Alors, pour rappel, on est dans le 93, donc je vous déconseille de manger ce qui pousse sur le sol. Vous savez par ailleurs que c'est interdit sur tout le département. Il y a là un sujet énorme, alors à la fois de transition écologique, mais qui se mêle avec des enjeux clairement de justice sociale, mais qui a à faire aussi avec des questions coloniales et post-coloniales, cette fois-ci vis-à-vis du souhait des populations d'un accès à la terre et de pouvoir récupérer des pratiques de jardinage. Donc le 6B s'est emparé de ça comme une stratégie possible pour négocier la pérennisation. Et puis, alors nous, à la main, on a effectivement été lauréat d'Alternatives Vertes, et là on a passé un peu un cap, c'est-à-dire que ce que je vous ai présenté là, au fond, c'est des stratégies, j'allais dire, individuelles au sens de l'organisation. Chaque organisation a ses propres pratiques artistiques. Nous, on a 4 lieux qui coopèrent depuis 10 ans maintenant dans un consortium informel qui s'appelle Pocomon, et ensemble, ils ont déposé avec une coopérative d'énergie citoyenne qui s'appelle Pleine Énergie Citoyenne sur le territoire de Pleine Commune, qui partage un projet qui s'appelle Green Common. Alors encore une fois, je vais aller très vite. Ah, c'est rigolo, c'est coupé, mais c'est pas très grave car je vais vous le dire à l'oral. En fait, cette alliance, elle consiste, donc Pleine Énergie Citoyenne, il pose des panneaux solaires et il fabrique des boucles d'autoconsommation collective. Et l'idée du projet Green Common, c'est en fait d'installer des panneaux solaires soit directement sur les toits des lieux artistiques et culturels que nous on représente, donc pas forcément les institutions, mais plutôt les lieux artistiques et culturels indépendants, ou sur des bâtiments voisins, et d'alimenter les lieux culturels avec cette énergie solaire. Ça, c'est la première partie du projet. Et la seconde partie du projet, j'y vais un peu à la hache, il y a tout un tas de subtilités, mais d'une manière générale. La deuxième partie du projet, c'est de dire que lorsqu'il y aura une production d'énergie solaire en surplus, elle sera revendue, alors pas à des tarifs du marché, mais dans des logiques, encore une fois, dans une logique d'économie solidaire, mais d'économie sociale et solidaire, mais simplement ce surplus est versé dans un fonds d'énergie culturelle, et cet argent doit être fléché sur le financement d'emplois culturels, du travail culturel ou de la création sur le territoire. Et c'est cette ingénierie-là qui a été remarquée par le ministère et qui a été récompensée par un financement important, puisqu'on a 1,4 million pour déployer ces panneaux solaires, et cet argent ça représente 2 ETP, donc tout le reste de cet argent, c'est vraiment de l'investissement en panneaux solaires sur le territoire. L'idée aussi, c'était que ça traduit en fait la capacité d'investissement des lieux dans une logique de coopération à s'intéresser à la question territoriale, puisque nous, ce qu'on essaie de défendre et ce qu'on essaie de développer du côté de la recherche-action, c'est de dire, au fond, la question des infrastructures culturelles autogérées, c'est une question qui est très 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 peu posée en matière de politique publique. On s'intéresse beaucoup à la production en tant que telle, mais les conditions d'entretien et de transition des espaces de production, la dimension bâtimentaire, mais vraiment infrastructure aussi, au sens où elle est liée à d'autres infrastructures, elle est très peu prise en compte en réalité. Nous, on essaie d'aborder ce sujet-là sous 4 angles, aussi sous l'influence des travaux de Jérôme Plaza, qui s'est occupé de la transition de la friche Belle de Mai à Marseille, avec un peu, on va dire, 4 ou 5 grandes thématiques. Effectivement, la question de l'énergie, la gestion de l'eau. Je vous mets au défi de trouver un appel à projet ou du financement pour réparer votre tuyauterie dans un bâtiment. Donc on est tout le temps inondé, on a un gaspillage de l'eau
absolument terrible, mais c'est un sujet complètement invisible. Les panneaux solaires, ça passe parce qu'on voit bien à peu près ce qu'on peut faire avec de l'énergie, mais en tout cas, la gestion de l'eau, c'est un non-sujet aujourd'hui dans les politiques publiques culturelles d'accompagnement à l'entretien des infrastructures. Le troisième sujet, c'est évidemment le rapport à la terre et au vivant. On le voit avec les jardins, mais il y a tout un tas d'autres approches qui peuvent être développées. Et puis la question de la mobilité, puisqu'on l'a redit aujourd'hui, hein, l'enjeu de mobilité des publics et des professionnels dans ces lieux-là est central. Et donc nous, on essaie de réunir ces thématiques-là dans la façon dont elles s'expriment à travers les livres. Alors, ça, c'est le premier volet. J'en ai presque terminé. Je ne sais pas jusqu'où je suis en retard. Je suis un peu en retard. Je suis un petit peu en retard. Alors, je vais très vite. J'en termine. Tu peux prendre encore 5 minutes. 5 minutes, c'est tout à fait largement suffisant. La façon dont nous, on souhaite l'aborder également, donc il y a cet enjeu de gestion des infrastructures et de comment les collectifs artistiques embarquent cette question-là. Et ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à le valoriser dans le cadre de la revendication de ces infrastructures culturelles autogérées comme espace de professionnalisation. Ou pour le dire autrement, au fond, le fait d'embarquer la question de la transition écologique au sein des lieux, ça implique un accroissement de l'intensité et de la pluridisciplinarité parce qu'on multiplie les partenariats, parce qu'on a tout un tas d'autres professionnels qui rentrent dans le lieu avec des pratiques qui ne sont pas des pratiques culturelles ou artistiques, mais qui sont des pratiques plutôt d'ingénierie, de gestion des fluides ou tout un tas de pratiques artisanales qui d'un seul coup deviennent centrales dans la question de cette gestion-là. Et en fait, ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'on retrouve un peu vis-à-vis des enjeux de professionnalisation les tensions qui sont décrites par de Mazières quand il parle de l'ancien, de l'établi, de l'émergent et du nouveau dans les compétences en fait qui sont mobilisées, revendiquées ou qu'on va renvoyer, qui vont être produites plutôt comme une injonction. Et ce à quoi nous invite des Mazières, c'est de dire c'est pas l'un contre l'autre, ce serait pas les collectifs artistiques qui exigeraient une autonomie totale dans la définition de la dimension écologique de leur professionnalisation et une pure injonction. On voit bien qu'il y a de la négociation. Néanmoins, c'est bien ça qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de l'ancien et de l'établi, en fait, il y a ce recycle, au fond, des choses qui se font déjà, qui se font historiquement, qui ont été mobilisées pour d'autres logiques de valorisation à l'intérieur de ces lieux, en particulier la notion de bricolage, qui a toujours été mise en avant comme une compétence d'adaptation et une posture de frugalité, et qui d'un seul coup est remobilisée en disant, mais au fond, il y a plein de moments où nous, on est déjà écologique. Alors, je le dis sans aucune mauvaise foi, mais par exemple, le fait de couper le chauffage, de ne pas avoir beaucoup d'ordinateurs, si vous voulez, vous pouvez venir chez nous. Ça se passe un petit peu tous les jours. Les pannes d'électricité, les inondations et le fait de ne pas avoir de chauffage, nous, c'est notre quotidien. Et donc, il y a quelque chose un peu de cette posture à la fois de défiance, de critique et en même temps de recyclage de l'injonction qui s'articule avec ce qui est déjà fait, mais avec aussi la posture de friche, qui est un terme qui a été progressivement abandonné au profit de lieux intermédiaires et indépendants ou de tiers-lieux, mais qui en réalité ressurgit quand il s'agit de se coltiner la question bâtimentaire. Deuxième élément de ce point de vue-là, on voit arriver l'ombre d'une sorte d'avant-gardisme écologique, c'est-à-dire qu'il y a arrive un peu comme injonction aussi l'idée d'une innovation, soit artistique, soit du dispositif technologique qui serait innovant et donc particulièrement intéressant parce qu'ils sont innovants. Et donc, on a des lieux qui jouent le jeu et on a aussi des lieux qui disent « Non mais attendez, on n'a pas le temps d'être innovant, nous on a besoin de gérer la base ». Et donc là, il y a une tension dans quelles compétences vont être embarquées dans la professionnalisation artistique des équipes artistiques qui gèrent les lieux, qui sont en fait des compétences, comment dirais-je, à la marge du métier. En fait, la question écologique, elle arrive à la marge du métier et finalement, la professionnalité qui avait été revendiquée par ces artistes en mobilisant des référents déontologiques, puisque la professionnalité, c'est l'idée de vivre et de travailler autrement, qui était associée à la notion d'indépendance, et bien en fait, elle est percutée
par des injonctions, par l'injonction écologique, qui à la fois est embarquée de manière très sincère par les collectifs et qui en même temps est parfois très très subie dans l'immensité de la tâche vis-à-vis d'infrastructures qui sont en très mauvais état. Et on a presque je le dis de manière, je m'arrête là, on a presque un paradoxe de dire, c'est un peu on fabrique un peu un label des passoires thermiques, c'est-à-dire que vous avez des dispositifs d'évaluation des lieux, je le dis encore une fois sans aucune méchanceté, mais commune mesure, ou si vous passez votre lieu à la monnaie de commune mesure, vous allez avoir d'excellents résultats, hein, quel que soit votre bâtiment. Nous, si on fait vraiment les évaluations, c'est assez terrible. Et on le revendique comme tel. On le revendique comme tel pour trouver une place dans laquelle se négocient les compétences et les responsabilités professionnelles des collectifs artistiques qui embarquent ces sujets-là, ce qui donne à mon avis des enjeux de professionnalisme, qui est à mon avis la dernière couche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on renvoie aux collectifs artistiques qui gèrent ces bâtiments un vrai professionnalisme dans le fait de s'emparer de la question écologique. Ça donne une forme de professionnalisme un peu désordonné. Alors avant il était indiscipliné parce qu'il y avait de la transversalité, parce que c'était un peu en critique parfois de l'institution et du marché. Là ça donne quelque chose un peu d'un professionnalisme désordonné parce qu'on attrape un peu par opportunisme et par nécessité des compétences de transition écologique chemin faisant. Je m'excuse d'avoir été trop longue, je vous remercie.